Il est 15 h, vous regardez BFM TV au cœur de notre édition spéciale consacrée à ce 4e jour de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Avec un tournant aujourd'hui, Vladimir Poutine passe un cap dans sa menace puisqu'il annonce mettre en alerte la force de dissuasion russe. Un tournant, donc je vous le disais, dans ce conflit et une menace contre la communauté internationale. On y revient avec nos invités dans un instant. La bataille de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, elle a été envahie par les troupes russes ce matin. Vladimir Poutine a renforcé son offensive, mais les forces ukrainiennes ont affirmé avoir depuis repris le contrôle. On fera le point évidemment sur la situation dans cette ville importante du pays en début d'édition. Et puis l'actualité en direct cet après-midi, c'est aussi la reprise des discussions entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien accepte des pourparlers avec Moscou. Pourparlers qui doivent avoir lieu non pas en Biélorussie comme le souhaitait Poutine, mais à la frontière ukraino-bélarusse. Décryptage dans un instant. Et cette liste qui s'allonge aujourd'hui, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et désormais la France aussi ont décidé de fermer leur espace aérien aux compagnies aériennes russes. Des mesures réciproques sont évidemment prises par la Russie. Avec quelles conséquences pour toutes ces économies? On en parle dans cette édition. On l'a appris il y a moins d'une heure. Vladimir Poutine franchit encore un cap dans le conflit avec l'Ukraine puisque le président russe a annoncé mettre en alerte la force de dissuasion russe, dont une composante nucléaire, alors que les combattants ukrainiens résistent. Écoutez ce qu'a dit le président de la Fédération de Russie. Chers collègues, vous voyez que les pays occidentaux n'ont pas seulement des actions d'inamitié contre notre pays dans le domaine économique, et je parle là de sanctions illégitimes qui sont bien connues, mais aussi des personnes haut placées de l'OTAN qui prononcent des déclarations agressives contre notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Et on prend tout de suite la direction de Kiev, la capitale ukrainienne, pour retrouver notre correspondant Alexander Kerry. Alexander, on vous retrouve après cette déclaration du chef de l'État russe. Quelle est la réaction dans le pays, en Ukraine en tout cas? La réaction, elle est double parce que l'autre info qui fait les gros titres aujourd'hui, c'est la confirmation pour parler de paix avec la Russie. Donc potentiellement, je ne dirais pas que les deux se télescopent, mais il y a une qui pourrait faire penser qu'il pourrait s'agir d'un chantage à la paix en Ukraine aussi, en menaçant l'Occident, parce que sa façon il menace directement l'Occident, hein, c'est clairement. C'est aussi une façon de dire, eh bien, ne supportez pas, ne donnez pas votre soutien à l'Ukraine et de laisser faire ces négociations. C'est aussi parce que la capitale ukrainienne résiste, Alexander Kerry? Oui, c'est pas seulement la capitale ukrainienne. La majeure partie de l'Ukraine, même Kharkiv par exemple, c'est une bataille, des batailles très intenses depuis ces derniers jours à Kharkiv, qui demeure aux mains des Ukrainiens malgré les entrées des troupes russes dans la ville. Mariupol est encerclé et se fait bombarder de tous les côtés. Kherson, c'est pareil, enfin le sud de l'Ukraine, c'est pareil, à part effectivement ce corridor entre le nord de l'Ukraine, donc du Bélarus à Kiev, et Tchernobyl qui a été pris assez rapidement. Poutine a beaucoup de mal à s'installer en Ukraine, et parce que la population résiste, parce que derrière les soldats ukrainiens, derrière l'armée ukrainienne, il y a la population ukrainienne qui défend son pays. Il ne s'attendait sans doute pas à une telle manifestation de soutien, une telle résistance. Merci Alexandre Kerry, vous restez avec nous, on reviendra dans un instant avec vous sur la situation entre l'Ukraine également et la Russie avec ces pourparlers qui pourraient avoir lieu donc à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Tout d'abord, donc pour revenir à cette menace de Vladimir Poutine, quand il déclenche comme ça cette force de dissuasion, tout le monde a été surpris à l'annonce faite il y a une heure, stupéfait complètement, vous parlez de tabou, mais malgré tout, on disait ces derniers jours que Vladimir Poutine avait préparé son coup, que les sanctions économiques ne lui feraient peut-être pas tant de mal que ça. Alors, qu'est-ce qui a fait
vriller la situation, si on peut dire de manière un peu triviale, en si peu de temps? Alors, plusieurs choses. D'abord, l'ampleur des sanctions économiques. Je pense que tout le monde, y compris en Occident, est surpris par la détermination de l'Occident. Je rappelle que la mère de toutes les sanctions, là, on avait beaucoup parlé de SWIFT, mais c'est quand même le blocage de l'utilisation des 650 milliards, pas la totalité, mais enfin les 650 milliards de réserves de change de la Russie, c'est-à-dire le blocage de la Banque centrale russe. Ça, c'est énorme. Et ça, il s'y attendait pas? Non, il ne s'y attendait pas parce que c'est des réserves en dollars et qu'il pensait quand même continuer. Il avait préparé un petit matelas, en fait. Grosso modo, il a beaucoup vendu de pétrole et de gaz l'année dernière. Il a vendu pour 46% de mieux que par rapport à 2020. Donc, il avait son petit matelas. Le fonds souverain russe dispose environ entre 120 et 200 milliards de réserves qu'il peut utiliser à façon. Donc, en fait, pour répondre d'une certaine manière, il a le temps de voir venir. Et puis, il y a ces 650 milliards. C'est des chiffres énormes. Hein. La France, par exemple, possède 200 à 250 milliards d'euros de réserve, de dollars de réserve. La Russie, 650. Donc c'est un matelas qui s'était constitué justement pour répondre à ces sanctions. Donc sanctions, c'est la menace nucléaire. Il y a le problème des sanctions, d'une part, qui sont plus importantes que ce qu'il imaginait. Deuxièmement, il y a, et moi je dis que c'est très important, il y a, là, je le dis mais tout le monde le dit, il y a cette révolution copernicienne de l'Allemagne, qui est la première puissance économique en Europe et qui a décidé de devenir une puissance militaire du jour au lendemain. Et son budget est passé à 100 milliards d'euros. C'est une annonce qui a été faite par Olaf Scholz, le ministre chancelier ce matin. Il faut bien comprendre que ça c'est vraiment nouveau. Si Olaf Scholz voulait faire la différence avec Angela Merkel, voilà la différence. C'est le SPD qui est au pouvoir est un parti qui depuis quasiment les années 50 a mis dans son ADN le fait de discuter avec la Russie. C'est un parti pacifiste, un parti c'est le parti qui est à l'origine de l'Ostpolitik, qui a permis la détente avec l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, on se souvient de Willy Brandt se rendant à Varsovie puis se rendant à Moscou. Donc dans les gènes du parti du SPD, il y a cette volonté pacifiste. Or, Olaf Scholz vient de mettre tout ça à terre et avec sa coalition de décider de devenir un allié de l'OTAN de plus. Non seulement l'Allemagne va dépenser plus de 2% de son PIB en matière de défense, mais va devenir le premier budget militaire d'Europe, loin devant le budget militaire de la Russie. Et je pense que ces annonces-là, Poutine vient d'en mesurer l'ampleur. Et qui ne sont pas d'ailleurs des effets d'annonce, parce qu'une fois que les Allemands l'ont dit, ils vont le faire. Et je pense que c'est non pas effrayé, parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas pour répondre à l'intensité de ces annonces, qu'il a décidé de frapper un coup fort, c'est-à-dire encore une fois, de briser un tabou qui est de publiciser la mise en alerte de ces forces de dissuasion nucléaire. Ça ne s'était jamais vu, on parlait de 62, mais ça ne s'était jamais vu grosso modo d'une manière publique depuis la fin de la guerre froide. Patrick Sauce, conséquence donc de ces contrariétés, aujourd'hui donc Vladimir Poutine ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, c'est vrai qu'on s'est très vite ému, et sans doute à raison, parce qu'on a entendu force de dissuasion, et nous, par un élément de langage, on pense dissuasion nucléaire. C'est ça. Voilà, il a mis donc ces forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte de combat, des forces de dissuasion qui peuvent avoir une composante nucléaire. C'est-à-dire que l'annonce, elle est globale. Là, je commence à voir les alertes sur les journaux américains, parce que c'est le dimanche matin, ça devient totalement fou. Encore une fois, depuis 1962, jamais un dirigeant n'a brandi l'alerte nucléaire. Quelque part, il a réussi son coup parce qu'encore une fois, c'est la dissuasion. Ça peut être avec des missiles conventionnels, ça peut être rajouter encore du monde parce que 190 000, il y a encore de la marge autour de l'Ukraine. Ça peut être rajouter des forces avec des systèmes de missiles conventionnels ou encore c'est ce que je vous disais, un type de missile dual, c'est-à-dire conventionnel, mais qui peut être changé, la tête, pour mettre une ogive nucléaire. Ça peut être tout à fait ça, des Iskander, mais cette fois face à la Pologne, face ou se dire qu'on va allonger aussi la possibilité avec des sous-marins, les montrer, les sous-marins. Il y en a 4 qui sont dans la mer Noire. Peut-être qu'ils peuvent les faire sortir, remonter à la surface et montrer que tout ça, c'est du sérieux. Donc, c'est très grave ce qui se passe, c'est très important et c'est un tournant, ça on peut le dire, on ne galvaude pas le mot, mais peut-être que, vous voyez, quand il dit dissuasion et pas encore dissuasion nucléaire, peut-être que je m'accroche en fait à quelques mots parce que je n'ose y croire. Moi, j'ai encore le tabou de l'arme nucléaire. Mais il y a peut-être là encore un effet, effectivement, d'annonce. Mais alors, ça veut dire qu'il y a encore peut-être une petite marge de manœuvre. Alors, écoutez, en plus, il y a plusieurs types d'armes nucléaires. Donc, quand on pense à un arme nucléaire, on pense, vous savez, à ces missiles qui traversent les continents et très vite, ou même, et qui vont frapper des capitales dans le monde entier. Les Russes ont à Kaliningrad des missiles nucléaires capables d'atteindre toutes les capitales européennes
européennes, sauf, dit-on, Lisbonne, Madrid et Dublin, ce qui veut dire que Paris, oui. Donc, ils ont déjà prépositionné ces armes nucléaires. Maintenant, il y a ce qu'on appelle sur le terrain des armes nucléaires tactiques, qui a priori sont interdites, mais qui, on l'a vu, vous l'avez dit, tous les traités ont été déchirés sous l'époque Trump, qui fait qu'on ne contrôle plus, il n'y a plus d'observateurs pour savoir ce que les Russes ont effectivement comme armes nucléaires. Les armes nucléaires tactiques, ce sont des armes de nucléaires de petite capacité, de petit calibre, capables d'annihiler une ville, un quartier ou un élément stratégique, et qui sont envoyés à quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres, pas plus. Ça reste des armes nucléaires quand même. Hein. Ça reste un moyen de glacifier pour les années à venir une région entière. Mais il ne s'agit pas d'armes nucléaires. On rappelle la dernière bombe atomique, Nagasaki, 3 jours après Hiroshima, 1945. Et depuis, malgré les pires crises, malgré le fait que des pays comme le Pakistan, en réaction à l'Inde, malgré les déclarations de temps en temps de Kim Jong-un pour la Corée du Nord, jamais on a été à ce niveau de menace nucléaire. Général Pellistrandi, c'est sûr que la portée de cette annonce, elle est énorme, car il y a une menace contre la communauté internationale. Bien sûr, et c'est un chantage qui est directement exercé vers l'OTAN, puisque les pays l'OTAN est nommément cité. C'est effectivement la volonté de dire l'Ukraine, pas touche, c'est chez moi. Quelles vont être les conséquences dans les heures à venir? C'est extrêmement grave. Il a dépassé le point de non-retour. Donc, il va falloir une réponse appropriée des pays de l'OTAN. Et on peut imaginer qu'à cette heure-là, les téléphones et dans les chancelleries, ça n'arrête pas. La réaction de la France, d'ailleurs. Point particulier, je voudrais quand même dire, quand il y a quand même des gens en France qui disent que c'est quand même les États-Unis et l'OTAN qui est un petit peu responsable de la situation. Les mots qui sont prononcés par Poutine. Il faut quand même rétablir la vérité. C'est Poutine qui est en situation d'agression. Patrick Sauce, la réaction de la France, est-ce qu'Emmanuel Macron va répondre à cette menace russe? Alors, je ne sais pas si c'est une communication officielle. Pour être tout à fait honnête, lorsqu'on a appelé l'Elysée il y a quelques minutes, on dit, écoutez, on vient d'avoir nous aussi l'information. La France était encore engagée dans son lobbying. C'est-à-dire, vous vous souvenez que la résolution de l'ONU contre la Russie, évidemment, la Russie a opposé son droit de veto et il y a plusieurs pays qui ont surpris un peu la communauté internationale en s'abstenant. L'Inde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et bien, ce matin, Emmanuel Macron, il a appelé MBS, le prince héritier saoudien. Il a appelé Sheikh Zayed, l'émir d'Abu Dhabi, pour essayer de faire changer et encore plus isoler Vladimir Poutine. En revanche, là, encore une fois, on change un peu de braquet. Il va sans doute y avoir une conférence entre les leaders du G7 à l'OTAN. Évidemment, à Bruxelles, Jens Stoltenberg va suivre ça de très très près. Mais ça travaille, ça ne communique pas encore, encore ça devait communiquer. Pour compléter ce que dit Patrick, c'est que d'une part, le pays qui est le plus surpris dans l'abstention au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la Chine. La Chine, qu'on considérait comme un allié indéfectible de la Russie, finalement, elle montre qu'elle est prise un peu entre deux feux parce qu'elle défend au quotidien la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays et la souveraineté des pays. C'est un pays nettement souverainiste et là, il se trouve que la Russie envahit un pays de plein droit international. Bon, et par ailleurs, elle est quand même l'alliée de la Russie. Donc cette mise à distance un tout petit peu de la Chine est aussi un avertissement pour Poutine qui veut parce que la Chine pense à la Chine d'abord. Elle pense à elle d'abord. Si les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite se sont abstenus, c'est parce que eux-mêmes sont en train d'intervenir dans un pays étranger, c'est le Yémen, et qu'ils n'ont pas envie de condamner d'une part ce qu'ils font d'autre part. Mais c'est vrai qu'il y a en ce moment tout un balai diplomatique qui se met en place. Et par ailleurs, dernière petite chose, la France communique toujours avec beaucoup d'austérité. Elle retient ses communiqués pour marquer la différence avec la Russie d'une part, et la logorée de Vladimir Poutine à la télévision, et d'autre part parce que les heures sont graves. On l'a encore vu tout à l'heure. Cette annonce de Vladimir Poutine, elle intervient au 4e jour de guerre en Ukraine, et on va repréciser que les combats se poursuivent en ce moment même dans plusieurs villes du pays. Vous les découvrez sur cette carte, et cet après-midi, on suit particulièrement la bataille de Kharkiv, car ce matin, les soldats russes avaient pénétré dans la ville, et les forces ukrainiennes ont affirmé avoir repris le contrôle à la mi-journée, étant en train d'éliminer les troupes russes. On va en reparler avec nos invités dans un instant. D'abord, donc, le point sur la situation en images à Kharkiv avec Thibaut Chémia. Ce sont des images filmées par l'armée ukrainienne dans Kharkiv. On y voit des engins militaires russes abandonnés,
des munitions éparpillées au sol. Ici, c'est un véhicule qui a été incendié. Bien que l'Ukraine affirme que la ville est sous contrôle, les hommes de Vladimir Poutine restent positionnés dans la zone. Les journées sont ponctuées par des bombardements incessants. Ici, les secouristes recherchent des survivants sous les ruines de ce bâtiment pulvérisé par un missile russe. Un habitant que nous avons joint par téléphone fait état d'une tension extrême. Actuellement, nous avons une cinquantaine de soldats russes à Kharkiv. Ils essayent de se cacher dans des immeubles résidentiels, donc c'est très dangereux pour les habitants. Hier, l'immeuble de mon voisin a été bombardé dans la nuit, vers minuit. Au moins une personne est morte. Jour après jour, les combats se multiplient à travers tout le pays. L'armée russe revendique aussi désormais l'encerclement de deux villes de 100 000 et 300 000 habitants, Kherson et Berdyansk, situées entre les deux régions les plus contrôlées par la Russie, la Crimée et le Donbass. Nous avons détruit 975 installations militaires ukrainiennes depuis jeudi. Et nos militaires ont capturé 471 Ukrainiens. Offensive russe aussi à Donetsk. Cet immeuble a été éventré par un missile cette nuit. Cet habitant a échappé de peu à la mort. Pendant 1 heure, il y a eu énormément d'attaques. Et là, nous sommes 1 heure après le bombardement. La capitale ukrainienne continue elle aussi de vivre au rythme des bombardements, comme le montrent ces panaches de fumée. Ce dimanche, les rues de Kiev sont presque vides. Le couvre-feu a été décrété jusqu'à lundi matin. Et dans le même temps, on vous reprécise que l'Ukraine a affirmé accepter les pourparlers proposés par Moscou. Ils auront lieu à la frontière ukraino-bélarusse. Alexander Kelly, on vous retrouve à Kiev, la capitale ukrainienne. Cette annonce donc, qui intervient après ces menaces de défense, de force de dissuasion de Vladimir Poutine. Comment est-ce qu'elle est perçue? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces pourparlers donc acceptés par l'Ukraine? Alors ces pourparlers étaient déjà plus ou moins en route, on en parlait depuis quelques temps. Oui, le problème c'était de... Qui n'était pas défini. Pardon. Oui, je disais que c'était le lieu qui n'était pas défini, qui posait un désaccord. Voilà, en effet, le lieu n'était pas défini parce que Gomel est une ville extrêmement dangereuse pour Zelensky actuellement. C'est même relativement dangereux, c'est même très dangereux d'ailleurs pour Zelensky actuellement d'y aller seul. C'est pour ça que toutes les garanties sont en place et il envoie une délégation. Mais effectivement, ça a été un peu compliqué à partir du moment où Loukachenko, le président à défaut d'un autre mot, Bélarus a dit qu'il envoyait des troupes. Effectivement, ça a commencé la tension a commencé à monter. Zelensky a appelé Loukachenko et à la base, c'était vraiment entre Loukachenko et Zelensky. C'était vraiment pour définir un peu des négociations entre les deux pour qu'il n'y ait pas d'envoi de troupes. Et la Russie s'est ajoutée sur ces négociations. Le président Zelensky, qu'on disait peut-être un peu frêle, un ancien comédien, on le rappelle, finalement il tient la barre depuis le début de ce conflit. Il tient la barre, il a revêtu l'uniforme de chef de guerre et pour les Ukrainiens ça lui va plutôt bien. J'avais pas envie de dire qu'il était obligé de le faire, mais Poutine le met dans une telle situation quand on est président d'un pays, on peut difficilement réagir autrement que de cette manière. Mais il a montré effectivement une grande force de caractère et ce qui inspire aussi les Ukrainiens à résister aussi contre Poutine. Il passe quand même de comique, pas Poutine, Zelensky, il passe quand même de comique, voilà, à la télé à chef de guerre contre Vladimir Poutine. Merci Alexander Kerry, on vous retrouvera un peu plus tard dans l'après-midi. Merci beaucoup. Sur cette situation, Andrei Kozovoy, on a l'impression que Vladimir Poutine perd un peu pied et effectivement est peut-être un peu déstabilisé par la résistance opposée par le président ukrainien, comme l'a dit notre correspondant. Il est sans doute déstabilisé, mais en tant que ceinture noire de judo, 8e dan, n'est-ce pas ? Il a été aujourd'hui, je crois, privé de son poste de président d'honneur de la Fédération internationale de judo, ce qui explique peut-être sa réaction un peu énervée, on va dire. Mais comme quoi les sanctions touchent tous les domaines. N'est-ce pas ? Voilà, il ne faut pas négliger les vertus du sport.
J'aimerais dire deux choses, cependant. Alors, une chose qui pourrait nous inquiéter, les précédents historiques, encore une fois, 2 guerres mondiales sont nées à l'origine d'une crise en Europe médiane. La première, en 1914, c'était une crise austro-serbe. La deuxième a commencé par une attaque sur la Pologne, en 1939. Donc ça, pour les historiens, bien sûr, bon... comparaison n'est pas raison, mais enfin, il y a des raisons de s'inquiéter. On rappellera d'ailleurs qu'un seul pays aujourd'hui s'oppose aux sanctions à la Russie et vient de le rappeler cet après-midi, c'est la Serbie. Tout se recoupe. Ouais. Oui. Alors, ce qui est fascinant d'ailleurs, c'est que la Serbie, effectivement, qui n'appartient ni à l'OTAN ni à l'Union européenne, par contre la Hongrie, qui faisait figure de vade-mecum un peu entre la Russie et l'Europe, a décidé, elle, d'être groupie. Au deuxième jour de l'intervention en Ukraine, ils ont décidé de soutenir les sanctions contre la Russie et de prendre leur place dans cette alliance qui, tout à coup, a repris vie, qui s'appelle l'OTAN. Juste une petite chose sur ces héros de la résistance. Effectivement, on peut imaginer que M. Zelensky, ancien commis de troupier, de télévision, acteur, n'était pas forcément l'homme qu'il fallait pour intervenir, pour devenir le chef de guerre. Sauf que c'est un expert en communication. C'est pas à lui qu'on va apprendre à communiquer. Et il utilise tous les moyens modernes de communication en se mettant en scène, y compris physiquement. Il a cessé de se maquiller. Il a mis un vidéo sur Instagram, il se met des en t-shirt ou en pull, pour montrer qu'il est en état de guerre lui aussi et qu'il est fatigué lui aussi et qu'il ne feint pas, et c'est en fait l'homme qu'il fallait pour cette communication moderne. Deuxièmement, il y a un deuxième héros dans cette affaire qu'on va retrouver probablement sur votre antenne, c'est l'ancien champion de boxe, Monsieur Klitschko, qui est maire de Kiev et qui est ancien champion du monde de poids lourd, multi-champion du monde, 2 mètres sous la toise, quand même, c'est un sacré bonhomme, et qui lui aussi joue les chefs de guerre. Il dit, c'est d'abord un héros de Maïdan, de la révolution de 2014, c'est quelqu'un qui s'est présenté à l'élection présidentielle et qui a été malheureux candidat à l'élection présidentielle, mais qui est élu aujourd'hui maire de Kiev et qui tient son rôle face à ses concitoyens. Des profils étonnants. Donc, en filigrane, dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, Patrick Sauce, c'est finalement un nouvel ordre mondial qui se dessine. Je pense qu'il faudra attendre 2023 pour avoir les premiers vrais ouvrages crédibles sur la géopolitique de. Mais ça va rentrer dans les livres d'histoire, c'est une évidence. Mais on y est, en fait. Ça y est, on est déjà entré dans les livres d'histoire. Avec l'invasion, avec cette alerte sur la dissuasion, mais qu'on peut qualifier de quasi-nucléaire. Oui, on rentre dedans. Vous avez des pays qui font des choix, peut-être des choix qui vont être funestes. C'est le cas de la Serbie, qui a des vraies velléités sécessionnistes. Vous avez des gens qu'on adore, mais toujours faire la différence entre l'artiste et l'homme. Emir Kusturica, que tout le monde aime comme réalisateur, qui a donné un concert en Crimée dès que la Crimée est devenue russe et qui a pris la tête de l'Académie de théâtre de Moscou et qui fait partie de tous ces Serbes pro-russes. Donc vous avez des pays comme ça qui vont se retrouver totalement à l'étranger. On attend, parce que ça aussi, ça va être une plaque tectonique, mais la Chine, qui encore une fois ne pense qu'à elle. Enfin, effectivement, il y a un dogme sur la non-ingérence dans les pays étrangers et la souveraineté, mais elle ne pense qu'à elle. Donc, c'est pas obligatoire que la Chine suive la Russie dans sa folie. Il n'y a pas un axe Moscou-Pékin qui est en train de se dessiner. Je vais vous donner. Vu la vague et la lame de fond qui arrive sur la Russie de façon économique, encore une fois, faisons bien la différence entre les deux fronts. Il y a ce qui se passe et qui est gravissime en Ukraine et la lame de fond qui arrive à la court terme, en fait, on parlait de moyen terme, mais à très court terme, sur la Russie, en termes de sport, de culture, de finances, tout, la Russie qui va être exclue du mondial de foot, ça c'est terrible, ça pour les Russes qui sont fans de foot. Ça va avoir des conséquences sur, effectivement, on va refaire cette carte du monde, la Russie. Il y a une autre conséquence non négligeable, il y a aussi ces fermetures en cascade des espaces européens, des espaces aériens, et notamment l'Espagne qui vient de s'ajouter à la liste de tous ces pays qui interdisent donc à ces compagnies. Et donc là, on voit, exactement. En général, comment est-ce qu'on analyse on voit ce vide au-dessus de l'Ukraine et de la Biélorussie. Donc à l'instant T, à l'instant T, on a tous les avions qui volent, donc on peut cliquer sur chaque petit avion jaune et on sait d'où il part, d'où il va, le modèle de l'avion, son immatriculation. Un flight tracker. Exactement. Et là, on voit l'état du ciel. Vous voyez, Bélarus, aucun avion, Russie, aucun avion. Et donc avec le fait aussi, par exemple, que pour aller à Hong Kong, à Singapour ou à Sydney, les compagnies aériennes vont devoir complètement réorganiser leur dispositif. Et de fait, Air France arrête ses vols pour la Russie, mais Air France suspend aussi ses vols vers la Chine, vers la Corée, vers Tokyo, parce qu'évidemment, vous comprenez que soit on passe par le pôle Nord,
c'est compliqué parce qu'il faut aller vraiment très très haut. Sinon, il y a le danger russe. Et puis ça rallonge très très haut. Considérablement. Sinon, on passe. Voilà, je ne vous apprends pas que la Terre est ronde et qu'effectivement la distance est beaucoup plus. Alors, soit on passe par l'autre côté, soit vraiment on rajoute du kérosène. Enfin, c'est très compliqué. Donc un impact majeur sur le trafic aérien mondial. Voilà, donc Air France, mais on peut penser à British Airways, Lufthansa, les grandes compagnies européennes sont obligées de suspendre temporairement dès maintenant. Merci messieurs, on se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous 15h23 sur BFM TV. On va revenir notamment sur cette déclaration du chef de l'État russe, Vladimir Poutine, qui annonce mettre en alerte la force de dissuasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conséquences ça peut avoir? On en parle dans notre journal de 15h30. À tout de suite. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Il y a 2 choses que Charlie ne comprend pas actuellement. Les paroles de sa chanson préférée et ce que lui apporte le filet d'huile de colza ou de tournesol qu'il ajoute à son plat. Les oméga 3 et 6, on ne comprend pas tout, mais c'est bon pour nous. À chaque huile, ses oméga. Rendez-vous sur huileetomega.eu. Biogarant présente Madame Allons-y. Madame Allons-y a toujours été très active. Mais à présent, elle doit suivre un traitement contre le cancer. Alors, Biogarant a créé le livre Mieux dans ma tête contre le cancer pour améliorer son bien-être psychologique et l'aider à être plus forte contre la maladie. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. N'empêche, je me demande si les jeunes ils se retrouvent dans notre monde d'aujourd'hui. Ah, c'est drôle que tu me dis ça parce que la dernière fois j'étais assis au café et juste à côté de moi il y avait une jeune qui racontait mais je te jure au Crédit Mutuel vu qu'il n'y a pas d'actionnaire je peux participer à des décisions de ma banque et ma voix elle compte autant que celle des autres clients à égalité tu vois et l'autre il fait mais non et elle mais si. Dis-moi, tu crois qu'elle parle du Crédit Mutuel autant que toi hein? Le Crédit Mutuel souhaite de bonnes assemblées générales à ses 8,1 millions de clients sociétaires. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Maman, j'ai besoin de ta vraie couleur de cheveux pour mon jeu vidéo. Optez pour la cybersécurité sur norton.com. Lint Création. Cédez à la tentation de ce délicieux chocolat et de son irrésistible cœur gourmand. Et vous, pour quelle création allez-vous craquer? Nouveau, plus fin, si gourmand. Savourez les nouvelles tablettes Création Les Fins Gourmands par les maîtres chocolatiers Lindt. Non! Mais non! Un château d'Axe, mais pourquoi? Non! 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 Château d'Axe. Merci. Découvrez ce modèle d'angle en tissu à 2 790 €. Château d'Axe. J'ai perdu 15 kilos avec Comme J'aime. Vous savez ce que ça représente en balle de tennis? Eh bien, ça représente 256 balles. Et j'aurais très bien pu vous le dire en bouteille d'eau. Parce que grâce à Comme J'aime, j'ai perdu l'équivalent de 15 bouteilles d'eau. Ou encore en raquette. Vous avez une idée? 56. Et en paire de chaussettes, 750. Testez Comme J'aime maintenant pendant une semaine et payez plus tard, uniquement si vous êtes satisfait. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Intelligente, autorégulée et automatique. Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération.
bientôt 15h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité, seulement 4 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine passe un cap dans sa menace. Il annonce désormais mettre en alerte la force de dissuasion russe. C'est un tournant dans le conflit et une menace contre la communauté internationale. On en parle avec nos invités, nos spécialistes en plateau dans un instant. Pendant ce temps, les combats continuent sur le terrain. La deuxième ville d'Ukraine a été envahie par les troupes russes ce matin. Vladimir Poutine a donc renforcé son offensive et les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de Kharkiv à la mi-journée. On va faire le point sur la situation dès le début de cette édition. Et dans ce contexte chaotique, la reprise des discussions est annoncée entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien accepte les pourparlers avec Moscou, des pourparlers qui doivent avoir lieu non pas en Biélorussie, comme le souhaitait Poutine, mais à la frontière ukraino-biélorusse. Décryptage dans un instant. Et puis ces nouvelles sanctions décidées contre la Russie, de nombreux pays, dont la France, interdisent le survol de leur espace aérien, ce qui pourrait impacter durablement le trafic aérien. Vous découvrez cette image du trafic aérien en temps réel. La Russie, l'Ukraine, le Bélarus complètement vides d'avions cet après-midi. Ces mesures donc vont impacter le trafic. Air France a décidé de suspendre la desserte et le survol de la Russie jusqu'à nouvel ordre. Édition spéciale donc cet après-midi consacrée encore une fois au conflit en Ukraine, conflit russe, avec ce nouveau cap franchi par le président Vladimir Poutine qui a déclaré qu'il allait mettre en alerte la force de dissuasion. On l'écoute et on en parle juste après. Chers collègues, vous voyez que les pays occidentaux n'ont pas seulement des actions d'inamitié contre notre pays dans le domaine économique, et je parle là de sanctions illégitimes qui sont bien connues, mais aussi des personnes haut placées de l'OTAN qui prononcent des déclarations agressives contre notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Sans plus tarder, on retrouve à Moscou notre correspondant sur place, Jean-Didier Revoin. Jean-Didier, quelle est la stratégie de Vladimir Poutine avec cette annonce? Il change clairement de braquet. Alors ici, on pourrait dire qu'il se met carrément à exercer un chantage nucléaire contre le reste de la communauté internationale. Effectivement, cette mise en régime spécial de ces forces de dissuasion est un tournant. Alors, il a justifié cette mesure par le fait que les principaux responsables des principaux pays de l'OTAN se permettaient des propos agressifs vis-à-vis de la Russie. C'est en tout cas ce qu'il a dit à son chef d'état-major et au ministre de la Défense. On ne peut exclure non plus que ce soit en raison de la multiplication des sanctions qui mettent tout d'un coup la Russie au banc des États, ou alors est-ce que cela signifie que sur le terrain les combats ne vont pas assez vite, enfin l'opération ne se déroule pas assez vite? Est-ce qu'il n'est pas satisfait de la tournure que prennent les choses? La réponse est ouverte, personne n'a la réponse à ces questions. On sait Vladimir Poutine est la personne qui décide de cette opération militaire en Ukraine. C'est lui qui adapte la stratégie en fonction des résultats obtenus sur le terrain et des opportunités qui se présentent. Merci Jean-Didier Revoin. On revient en plateau, Patrick Sauce, pour revenir sur cette déclaration donc, de Vladimir Poutine et pour rappeler le contexte de ce déclenchement de cette alerte de la force de dissuasion. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a imaginé un temps le scénario catastrophe de la menace nucléaire. C'est une éventualité, mais c'est pas la seule. C'est une éventualité. Effectivement, lorsqu'on a dû descendre en catastrophe en fait, de la rédaction au 2e étage, on a entendu dissuasion et on a pensé dissuasion nucléaire. On n'en est pas loin. Je relis quand même, j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major, ce sont les 2 hommes que vous avez vus en uniforme, on va les qualifier de fébriles, en disant oui, c'est d'accord, de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. La dissuasion qui peut avoir une composante nucléaire. Et on est quand même dans quelque chose de gravissime et de jamais brandi. Pourquoi le fait-il? Vladimir Poutine le dit, c'est assez simple, ça pourrait paraître totalement fou, mais lorsqu'on vous annonce le scénario du pire à chaque fois depuis une semaine, il se réalise.
les sanctions qu'il qualifie d'illégitimes et les déclarations. On parle même pas de placement de missiles un peu trop stratégiques, conventionnels, mais qui pourraient vraiment atteindre la Russie, dans des déclarations agressives de pays de l'OTAN. Ça suffit à Vladimir Poutine pour... oui, c'est du chantage nucléaire, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est la communauté internationale désormais qui est ciblée. L'ennemi n'est plus uniquement l'Ukraine. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. La Maison-Blanche, à l'instant, estime que Poutine fabrique des menaces avec cette annonce de dissuasion nucléaire en alerte. C'est-à-dire, Patrick, il faut un petit peu décrypter quelle est la position de Joe Biden des États-Unis par rapport à ça. Alors je pense que ça ne sera pas la dernière des déclarations, parce que vous avez beau dire ouais, vous fabriquez des menaces, on parle de l'arme nucléaire. Donc ça c'est la première réaction, peut-être de Jen Psaki, la press officer, enfin celle qui s'occupe de la presse, la porte-parole de la Maison Blanche, mais on attend évidemment une réaction lorsque Vladimir Poutine brandissait plus ou moins une menace sous-tendue sur le nucléaire. Vous vous souvenez de Jean-Yves Le Drian qui avait dit écoutez, il faudra qu'ils comprennent aussi que l'OTAN est une puissance nucléaire. Dès jeudi soir. On était là. Donc si il est monté d'un cran dans les déclarations, on attend quelque chose de proportionné, puisque depuis le début, les puissances de l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis disent escalade dans les sanctions, mais on reste toujours proportionné. Donc on attend une réponse proportionnée à ça. Sauf que là, il n'y a plus tellement d'alternatives. C'est très disproportionné, tu as raison. En plus, à Washington, on est dimanche matin, le président est sûrement à l'office. Il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte, donc il faut jouer avec le décalage horaire. Les Américains découvrent la déclaration. Pour la Russie, c'est un peu la fin de la journée. Et on arrive en fin de journée. Voilà, 17h30. 17h30, donc vous voyez, ça aussi, ce sont des éléments. Et donc, il est clair que cet après-midi et ce soir, les téléphones vont fonctionner, vont chauffer entre, et notamment la France, qui a la présidence de l'Union européenne, et puis bien entendu les principaux alliés que sont les États-Unis et, ne l'oublions pas, la Grande-Bretagne, l'autre puissance nucléaire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un tournant dans le conflit qui se joue depuis 4 jours. Bien entendu, c'est-à-dire que quand on voit, mais ce qui est dramatique, c'est quand on voit effectivement, comme le soulignait Patrick, chaque jour on franchit une nouvelle étape. La problématique, c'est qu'on ne sait pas quelle sera l'étape de demain. Je voulais juste vous donner un petit exemple du fait de changement d'époque. Quand vous disiez tout à l'heure que des pays avaient interdit leur espace aérien, c'est effectivement une mesure relativement symbolique. Mais enfin, il faut voir aussi quels pays ont interdit ces espaces aériens. Il y a des pays neutres dans l'affaire. La Finlande, l'Irlande et l'Autriche ont elles aussi fermé leur espace aérien. Alors, ce sont des pays qui ont une tradition de neutralité absolue et qui donc ont vocation à servir de go-between en tout cas d'espace de négociation entre. Si aujourd'hui des pays qui sont depuis 70 ans et même plus pour certains d'entre eux, neutres dans les conflits internationaux, décident tout à coup de prendre position et de fermer leur espace aérien aux avions russes, ça montre qu'on a vraiment clairement changé d'époque. Et puis par ailleurs, je rappelle une petite chose quand même, c'est qu'en 2014, la dernière fois qu'il y a eu un conflit en Ukraine, il y a un avion de ligne qui passait au-dessus de l'Ukraine, c'est le vol malaisien 270 qui avait été abattu en plein vol par les Russes et que ça avait fait 239 morts. Donc il y a peut-être de bonnes raisons pour lesquelles les compagnies aériennes ont décidé d'une part de ne pas traverser la Russie, d'autre part de s'abstenir de traverser l'espace soviétique de quelque manière que ce soit. Justement, vous abordez la question historique. Lapsus révélateur qui montre bien que je suis encore un homme de la guerre froide. Puisqu'on parle justement de la guerre froide, de l'histoire, et on va refaire un peu l'histoire avec vous, Andrei Kozovoï, puisqu'il y a quand même des points qui peuvent alerter par rapport à ce qui s'est déjà passé par le passé avec ces menaces, notamment nucléaires, avec la crise des missiles à Cuba en 62 et l'issue pour le président russe de l'époque. Oui, inévitablement, on essaie de se souvenir pour se rassurer. Est-ce que ça a déjà eu lieu, ce genre de choses? Est-ce que ça s'est déjà produit? Oui, ça s'est produit. Et parce qu'on est porté au spectaculaire, on se souvient de 62, octobre 62, la pire crise de la guerre froide, les 13 jours pendant lesquels le monde a été tenu en haleine. Est-ce que Khrouchtchev va forcer le blocus de l'île de Cuba, qui a été donc mis en place par Kennedy, ou il va faire machine arrière? Dans 13 jours, voilà, le monde occidental a été tenu en haleine parce qu'à l'époque, la propagande soviétique, bien sûr, n'en parlait pas du tout. Elle disait uniquement que Khrouchtchev était lancé dans une opération d'aide à un allié. Point. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce que vient de faire Poutine, d'une certaine manière, ça peut se retourner contre lui. De quelle façon? On se souvient qu'en octobre 62, donc, Khrouchtchev a fini par plier. Il a fini par donner l'ordre à ses navires de faire machine arrière. Et derrière, il a négocié le retrait de vieux missiles américains de Turquie. Un accord qu'il a mené, mais secrètement. Et qu'est-ce qu'on sait, c'est que 2 ans plus tard, il y a eu un complot
Et il a été évincé de la tête du Parti communiste soviétique. En octobre 64, le fameux plénum, il a été convoqué. Il se reposait à ce moment-là dans sa datcha de la mer Noire, de Crimée, justement. Et le camarade Brejnev avait pris le téléphone pour l'appeler d'une voix tremblante en disant « Est-ce que vous aimeriez pas venir chez nous parce qu'on est en train de discuter des problèmes agricoles ?» Et Khrouchtchev, qui se doutait bien à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se tramait, mais n'osait pas se l'avouer lui-même, avait fini par accepter et il était venu. Il était venu assister à ce plénum au cours duquel eh bien, on l'avait critiqué, notamment pour avoir humilié la Russie, l'Union soviétique, dans cette crise de Cuba. Donc, ce que vient de faire Vladimir Poutine, ça pourrait sceller son destin d'une certaine manière. Oui, vous faisiez un autre parallèle tout à l'heure. Alors après, il faut remonter aussi sur l'âge, de Khrouchtchev à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est assez frappant pour les gens qui sont un peu, qui s'attachent aux détails. Alors, Vladimir Poutine va fêter ses 70 ans cette année, en octobre. Il est d'octobre 1952. Khrouchtchev a été évincé juste après avoir fêté son anniversaire. Au même âge, à 70 ans. Mais 70 ans. 70. Alors, ce sont des signes, peut-être. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie interrogation en ce moment. On sait que la guerre est très impopulaire en Russie. On a vu même des manifestations ce matin, à Novosibirsk, qui est quand même assez, il faut le souligner, extrêmement courageux de la part des Russes que d'intervenir, que de manifester dans ces conditions, parce que beaucoup d'entre eux vont être arrêtés. D'autre part, on pense qu'on verra, il y a probablement une partie de l'armée russe qui voit avec une certaine circonspection l'intervention en Ukraine. Elle est très impopulaire dans la population, mais elle ne doit pas être très, très non plus populaire en Russie. Donc il ne faudrait pas non plus que ça dure trop longtemps. Et par ailleurs, les sanctions économiques décidées par l'Occident vont commencer à affecter la Russie. Assez rapidement d'ailleurs, et surtout, si ça dure trop longtemps, l'armée ukrainienne risque de se retrouver en possession des armes que lui ont promises les Occidentaux, y compris par l'intermédiaire de l'OTAN. C'est ça, les menaces dont parle Vladimir Poutine. Et c'est ça qui pourrait, non pas forcément faire la différence, mais enfin en tout cas compliquer le travail des armées russes. Tournant en conflit. Et le tournant du conflit cet après-midi, c'est donc la Russie qui met en alerte sa force de dissuasion, tournant dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais également pour l'ensemble de la communauté internationale. On va aller immédiatement en direct à Kiev, retrouver notre correspondant Alexander Kerry. Comment l'Ukraine réagit donc à cette nouvelle menace russe cet après-midi ? Eh bien, l'Ukraine, je pense que l'Ukraine réagit comme tous les pays de l'Occident. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on ne croyait pas à l'invasion russe en Ukraine. Déjà, on a déjà eu au début, on a entendu beaucoup de discours en France au début sur le fait que ça a été la guerre dans le Donbass, c'était une guerre civile. Après, on ne croyait pas à l'invasion russe. Bon, la semaine dernière, on nous a prouvé qu'effectivement, Poutine pouvait surprendre son monde à ce niveau-là, pour le dire d'une façon, je vais dire un peu plus légère. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, je ne pense pas qu'il mettra cette menace à exécution. Maintenant, la question, c'est de savoir ce que ces forces de dissuasion, que ça implique, c'est vrai. On peut imaginer aussi tous les scénarios et rien n'empêche qu'effectivement cette pression ne soit pas seulement dirigée sur l'Occident, mais aussi sur l'Ukraine. C'est là où je veux en venir, c'est que on peut essayer d'analyser beaucoup de choses, mais il ne faut pas imaginer qu'il ne veuille pas aller jusqu'au bout de sa menace d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et en Ukraine, les Ukrainiens le voient bien, parce que les Ukrainiens, effectivement, c'est pas qu'ils ne s'y attendaient pas, ils s'y préparaient à cette guerre. Ils ne s'y attendaient pas à cette échelle et de cette manière-là. Merci Alexandre Kerry d'être intervenu. On se retrouve dans un instant. Évidemment, on va continuer de parler aussi de ces pourparlers donc acceptés par l'Ukraine qui auront lieu à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. On reviendra également sur la réaction des États-Unis à la menace de Vladimir Poutine. Dissuasion nucléaire en alerte. Poutine fabrique des menaces, dénonce la Maison-Blanche. À tout de suite. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ouais, pour le budget, on est à peu près là, on a dit. Alors, là. Ah, et puis des placards qui s'ouvrent comme ça. Ou bien comme ça. Et on la pose nous-mêmes.
ou pas. D'accord. Plan, devis, fabrication, poste de votre cuisine. Avec SoCook, tout est clair, même si vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Découvrez nos offres sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Avec Antoine, on s'est connus il y a très longtemps. Et notre première fois? Tu vas pas parler de ça, tu vas raconter notre mariage plutôt. La naissance de Léa. Ça fait longtemps que ça dure et c'est de mieux en mieux. C'est rare, hein? Bah non, c'est comme à la Matmut. Pour récompenser la fidélité, plus ça dure, plus on y gagne. Jusqu'à 65% de bonus pour les bons conducteurs. Retrouvez d'autres avantages en agence ou sur matmut.fr. Matmut, ma valeur sûre. Cette gélule possède 12 actions minceurs. Elle est le résultat de l'alliance entre savoir-faire français et ingrédients de qualité. Chacune de ces 12 actions est reliée à un ingrédient clé. Le guarana, par exemple, a été sélectionné pour aider à favoriser la perte de poids et la combustion des graisses. Autant de plantes, vitamines et minéraux minutieusement choisis afin de concevoir une formule inédite. Anaca 3 Plus minceur 12 en 1, la gélule avec le plus d'actions minceurs. À découvrir en pharmacie et sur anaca3.com. Ça commence comme ça, par des gens qui veulent changer les choses. Une maman qui choisit d'acheter des produits locaux directement aux producteurs. Une famille qui éco-rénove sa maison. Des jeunes qui passent à l'électrique et une banque qui leur en donne les moyens. Individuellement, ça ne semble pas grand-chose, mais ensemble, c'est quelque chose de grand. Au Crédit Agricole, on sait que seul on ne peut pas changer les choses. Mais si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients, ensemble on y arrivera. Chez Chris, nous prenons le temps de vous connaître. Vous qui passez votre temps à nettoyer vos lunettes, à lutter contre les gouttes d'eau, les gouttes d'huile et les traces de doigts. C'est pourquoi nous fabriquons pour vous, en France, les verres Signature Chris avec Clean, le traitement anti-salissure qui fait la différence. Chris, vous allez vous aimer. Dispositif médical. Calium est votre conseiller de proximité pour vos travaux de rénovation énergétique. Propriétaire ou locataire, réduisez votre facture de chauffage et améliorez votre confort. Vérifiez votre éligibilité auprès d'un conseiller et bénéficiez de solutions de financement. Rendez-vous sur calium.fr. Je souhaitais connaître la valeur de ma voiture. La réponse, vendezvotrevoiture.fr. Je suis allé sur leur site et j'ai très rapidement reçu une offre ferme. Le prix était meilleur que prévu. Du coup, j'ai déposé ma voiture dans une de leurs agences et je l'ai vendue. Recevez votre offre maintenant sur vendezvotrevoiture.fr. Avec Comme J'aime, mangez une blanquette, un couscous, des penne aux champignons, un cookie, un brownie et même des céréales au chocolat. Et tout ça en perdant du poids. Et oui, Comme J'aime vous livre tous vos repas, du petit déjeuner au dîner, directement chez vous. Comme J'aime, ce sont des plats Nutri-Score A, sans colorants, sans conservateurs et bien entendu, fabriqués en France. Ce sont des plats gourmands, de qualité et tout ça pour vous faire perdre du poids. En ce moment, profitez de l'offre, commandez maintenant et payez plus tard. Rendez-vous sur le site commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Ceci est une publicité contre les ravages de l'alcool. Et il n'y a pas d'accident de voiture. Pas de type qui rentre en rampant. Personne ne se réveille à côté d'un sombre inconnu. Et il n'y a même pas de baston devant un bar. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en arriver là pour que l'alcool fasse des ravages. Au-delà de 2 verres par jour, vous augmentez vos risques d'hémorragie cérébrale, de cancer et d'hypertension. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. De retour pour cette édition spéciale sur le conflit russo-ukrainien au 4e jour de cette invasion. Vladimir Poutine passe un cap dans la menace. Il annonce mettre en alerte la force de dissuasion russe, un tournant dans le conflit, une menace contre la communauté internationale. Réaction américaine, Poutine fabrique des menaces. On en parle dans un instant. Pendant ce temps, les combats continuent. Vladimir Poutine a renforcé son offensive ces dernières heures. Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine, a été envahie par les troupes russes, mais les forces ukrainiennes affirment avoir repris le contrôle. D'autres villes dans d'autres régions ont aussi été frappées, mais la capitale, Kiev, résiste encore. Et puis, nouvelle sanction après les sanctions économiques. De plus en plus de pays, comme la France dernièrement ou encore l'Espagne, interdisent le survol de leur espace aérien aux compagnies russes. La liste s'allonge. Des mesures réciproques sont évidemment prises, envisagées par la Russie, avec des conséquences immédiates pour tout le trafic aérien mondial.
Mais tout d'abord, cette déclaration aujourd'hui de Vladimir Poutine, le président russe, qui a déclaré mettre en alerte la force de dissuasion. On l'écoute. Chers collègues, vous voyez que les pays occidentaux n'ont pas seulement des actions d'inimitié contre notre pays dans le domaine économique, et je parle là de sanctions illégitimes qui sont bien connues, mais aussi des personnes haut placées de l'OTAN qui prononcent des déclarations agressives contre notre pays. C'est pourquoi j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Alors, les États-Unis se sont réveillés avec cette nouvelle. Sans plus tarder, on va prendre la direction de Washington. On retrouve Sonia Dridi. Sonia, quelle est la réponse américaine à cette nouvelle menace de Vladimir Poutine ? Eh bien, selon la Maison-Blanche, Vladimir Poutine fabrique des menaces, je cite. Alors, Joe Biden passe le week-end dans sa maison du Delaware. Il devrait être de retour ce soir à la Maison-Blanche et peut-être qu'il fera une déclaration. Pour l'instant, c'est la seule réaction qu'on a de la Maison-Blanche. Alors, Vladimir Poutine a fait cette annonce après l'annonce hier des États-Unis et de ses alliés européens eh bien du fait qu'ils allaient couper certaines banques russes du système SWIFT, mais aujourd'hui à Washington, des experts de la Russie assurent que cette annonce de Vladimir Poutine aujourd'hui n'est pas une réponse au fait que la Russie va être coupée, certaines banques vont être coupées du système SWIFT, c'est surtout une réponse au fait que la Russie n'avance pas aussi vite qu'elle le souhaitait en Ukraine et au fait que eh bien, l'Ukraine est armée par des pays de l'OTAN, donc c'est ce que disent aujourd'hui à Washington beaucoup d'experts de la Russie et d'ailleurs déjà hier un officiel du Pentagone confié à des journalistes qu'il y avait, je cite, beaucoup de frustration de la part de la Russie face à la résistance en Ukraine. Merci Sonia. Merci Sonia Dridi pour cette explication, donc cette réaction américaine. Alors on a très peu de temps, Anthony. Juste pour dire que Joe Biden était l'homme de la situation. Cet homme qui a 78 ans, qu'on considérait, qu'on appelait un peu Sleepy Joe. Enfin, en tout cas, c'est Trump qui l'appelait comme ça. On pensait qu'il était un peu âgé. En fait, est un homme qui connaît parfaitement, lui, pour le coup, sa grammaire de la guerre froide. Je rappelle quand même qu'il était membre du cabinet de Jimmy Carter dans les années 70 et que donc il a été 40 ans à la tête, enfin en tout cas membre de la commission des affaires étrangères du Sénat. Il sait parfaitement comment se comporter face aux Russes. La guerre froide, il l'a connue. Et la guerre froide, il l'a bien connue. Patrick Sauce, Vladimir Poutine, qu'on voyait tout puissant depuis le début de ce conflit, finalement se retrouve de plus en plus isolé, on a l'impression. Oui, sachant que quelqu'un qui brandit la menace nucléaire reste puissant, de fait. Mais c'est vrai qu'on commence à se poser des questions. Alors, il faut essayer de se garder d'extrapoler. On a beaucoup parlé psychiatrie. On a pris notre casquette tous de psychiatres mondiaux. Est-il fou? Est-il paranoïaque? En ayant écouté notamment des conseillers l'entourage d'Emmanuel Macron après son voyage à Moscou, qu'il avait effectivement trouvé raide, paranoïaque. Ça, c'est beaucoup resté. Alors maintenant, se dire qu'il est totalement isolé, on en discutait hors plateau avec vous, Sergueï, les révolutions se font pas forcément, et loin de là, comment ? Andrei, pardon. Excusez-moi. Et les révolutions ne se font pas forcément dans la rue en Russie, mais plutôt dans les palais. Et c'est là qu'il faut le regarder un petit peu. Les contre-champs sur cette intervention de Vladimir Poutine peuvent être assez parlants lorsqu'on voit son ministre de la Défense extrêmement fébrile. On peut se poser des questions sur... Enfin, je pense que tout le monde voyait... tirer et prenait conscience des conséquences de cette déclaration. Alors, il y a aussi une autre réalité qui malheureusement se matérialise sur les routes avec cet exode de la population ukrainienne. Beaucoup prennent la route de l'Ouest, vont en direction de la Pologne. Plus de 380 000 personnes ont quitté le pays selon le dernier décompte du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Et il y a aussi ceux qui restent sur place, qui n'ont pas pu quitter l'Ukraine, notamment des expatriés comme le fils de cette Française qu'ont rencontré nos envoyés spéciaux en Pologne, Anthony Lebos et Maxime Deveau. Elle n'a pas hésité à traverser, vous allez voir, toute l'Europe pour aller chercher son fils et sa belle-fille en Ukraine. Elle implore aussi l'aide de l'État français. On l'écoute. Il est dans une maison, il est enfermé dedans, au sous-sol. Le souci, c'est qu'ils n'ont plus d'eau, d'électricité, ils n'ont plus rien aujourd'hui. L'Internet est coupé. On a besoin d'aide de la France, parce que jusqu'à ce jour, on n'a pas d'aide de la France pour essayer de les sortir.
Donc tout le côté administratif est fait, ils ont bien entendu. Effectivement, ils sont en relation avec mon fils, mais il n'y a rien qui ne va les chercher. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Autrement, c'est moi qui passe de l'autre côté le chercher. Je veux absolument qu'il soit près de moi. C'est mon fils. On a besoin d'aide de la France. Dépêchez-vous, mon fils est en danger. Il risque de mourir dans les heures qui arrivent. Je veux qu'il revienne. Et 386 000 Ukrainiens auraient déjà quitté le pays selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. Ce chiffre va sans doute augmenter encore dans les prochains jours avec le conflit qui continue. Un 4e jour de guerre, édition spéciale depuis ce matin sur BFM TV pour suivre justement l'avancée des forces russes dans le pays avec la ville de Kharkiv qui avait été prise par les forces russes ce matin puis reprise par les forces ukrainiennes à la mi-journée. Et l'information de l'après-midi, c'est Vladimir Poutine qui a brandi la menace de dissuasion qui pourrait comprendre des armes nucléaires. Washington lui a répondu cet après-midi. Poutine fabrique des menaces. Vous le voyez, le conflit entre l'Ukraine et la Russie déteint désormais sur l'ensemble de la communauté internationale. Sans compter la fermeture de l'espace aérien également. De plus en plus de pays, dernièrement la France, l'Espagne, bloquent leur territoire au survol des compagnies aériennes russes. Tout de suite, retrouvez Ronald Guintrange pour 7 jours BFM, édition spéciale évidemment sur ce conflit. À tout de suite.